Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Formidable, s'exclame Robert presque à haute voix. Un Oriolus galbulus. Pressant les jumelles contre ses yeux, il observe avec émerveillement le petit oiseau jaune et noir qui, perché sur la branche d'un arbre tombé, pique l'écorce de son long bec. Sans cesser de regarder dans ses jumelles, Robert fouille maladroitement la poche de sa veste en quête d'un carnet et d'un crayon. Il est rare de trouver un Oriolus galbulus à cette époque de l'année, songe-t-il. Si seulement il avait pensé à emporter sa caméra. Il sort le carnet et le crayon de sa poche et, l'œil toujours fixé sur l'oiseau, commence à en établir la description exacte. Robert est un petit homme d'âge moyen qui commence à prendre de l'embonpoint. Avec son agréable visage rond, où pointe un nez fin, assez semblable d'ailleurs à un bec, il a lui-même tout à fait l'air d'un oiseau, comparaison qui ne saurait lui déplaire. « Oh, zut !» s'exclame-t-il soudain en voyant l'Oriolus galbulus s'arrêter de becqueter pour s'envoler au plus profond des bois. Robert vient à Memorial Park chaque week-end. Il sait combien le sous-bois de cette partie de la vaste forêt est épais. Laissant retomber ses jumelles sur sa poitrine, il décide cependant de suivre l'oiseau. Ses chevilles se prennent à chaque pas dans la broussaille roussie par l'automne, et bien qu'il s'efforce de marcher délicatement, le tapis de feuilles mortes bruit et craque sous ses pieds. Craignant d'effrayer le bel Oriolus galbulus, il avance lentement, scrutant le feuillage de ses yeux bleus et myopes. Et c'est alors qu'il entend l'appel, une sorte de croassement, pareil à celui d'un corbeau, et pourtant, paradoxalement, étrangement différent. Attentif et curieux, il reste immobile un instant, puis avance sans bruit dans la direction d'où vient le cri. Il progresse lentement et précautionneusement pendant un moment, quand il surprend un mouvement dans le feuillage. Rampant presque et obliquant vers la gauche afin de mieux voir, il porte les jumelles à ses yeux. Il s'entend halter pendant qu'il observe. Dans une petite clairière, à quelque distance de lui, il y a un homme et une belle fille blonde. Tous deux sont à genoux, et les doigts de l'homme serrent le cou mince de la fille. Tandis que Robert regarde, l'homme serre de plus en plus fort et secoue furieusement la fille. Robert entend une nouvelle fois l'étrange croassement, puis la jeune fille cesse de se débattre. Ses bras retombent mollement le long de son corps. Robert voudrait crier, courir, aider la fille, mais la frayeur l'immobilise. La sueur inonde son front. Sa gorge se noue. Enfin, l'homme lâche la fille et se remet debout. À travers ses jumelles, Robert peut voir l'horrible expression de son visage blême devant le corps effondré parmi les feuilles. L'homme fait remuer ses doigts comme pour les assouplir, puis essuie ses mains sur son chandail brun et regarde tout autour de lui. Le cœur de Robert bat à se rompre quand le meurtrier se tourne vers lui. Il en lâche ses jumelles pour ne les reprendre que lorsqu'il est certain de ne pas avoir été repéré. Maintenant, l'homme traîne le corps de la blonde dans un fourré.
Une tombe, murmure Robert, en voyant le bleu de la robe de la fille disparaître dans le sol. De fait, l'homme se baisse et sort une bêche d'un épais buisson. Robert ne s'est donc pas trompé. L'assassin avait déjà creusé un trou pour ensevelir la pauvre fille, avant même d'avoir accompli son forfait. Il entreprend à présent de le combler, puis il recouvre la tombe de feuilles mortes pour qu'on ne la repère pas. Robert sait qu'il doit faire quelque chose, mais quoi? N'importe quoi, quelque chose! C'est alors qu'il réalise que la voiture de l'homme doit se trouver sur le chemin de terre qui conduit à la vieille tour abandonnée. Toujours en rampant, Robert rebrousse chemin avec lenteur et maladresse, les yeux fixés sur le mouvement de la pelle dans le fourré jusqu'à ce que le feuillage l'empêche de le voir. Se redressant, il fait alors demi-tour et court en direction du chemin de terre. Il repère la voiture presque immédiatement, à quelques centaines de mètres de là. C'est une Ford noire à 4 portes, garée devant un banc. Robert traverse la route un peu plus loin en s'assurant que l'inconnu ne peut le voir, tout en s'arrangeant pour braquer ses jumelles sur la plaque minéralogique de la voiture. Au moment où il finit de noter le numéro dans son carnet, l'homme apparaît sortant des bois. Il regarde encore autour de lui, mais cette fois, Robert, s'armant de courage, n'interrompt pas son observation. Il connaît quand même un instant désagréable quand le regard du meurtrier l'effleure, mais ne bronche pas. Il voit alors l'homme jeter la pelle dans le coffre de la voiture, puis monter et démarrer, laissant un épais nuage de poussière suspendu au-dessus de la route brûlante. En quittant Memorial Park pour rentrer chez lui, Robert a la ferme intention d'appeler la police pour lui communiquer immédiatement le numéro du meurtrier. Mais voici qu'il hésite. Une idée fantastique lui traverse l'esprit, une idée si différente de celle qu'il a d'ordinaire qu'elle le fascine. C'est peut-être le destin, car il n'est sûrement pas né pour être caissier de banque toute sa vie, un caissier qui n'a pas eu le moindre avancement depuis 6 ans. Peut-être est-ce l'occasion qui arrive une fois dans une vie, l'occasion que les forts savent saisir et que les faibles laissent passer. Mais ne fait-il pas partie des forts? N'a-t-il pas eu le courage de rester impassible quand l'assassin l'a regardé en face pour la seconde fois? Quand il arrive chez lui, une ferme détermination fait battre son cœur. Il rentre la voiture dans le garage et referme la porte derrière lui. Puis, il va vers le coffre à outils qu'il ouvre bien rarement et en sort un énorme marteau de plusieurs kilos. En s'efforçant de rester calme, sachant qu'ainsi il s'engage à accomplir le plan qui vient de naître dans son esprit, il élève le marteau au niveau du pare-choc et, délibérément, porte un grand coup à la carrosserie de la portière, puis un autre sur l'aile arrière. Satisfait, il rentre alors chez lui par la porte intérieure et laisse le reste de l'après-midi s'écouler paisiblement. À 10 heures du soir précise, il téléphone enfin à la police pour expliquer que sa voiture a été heurtée par un chauffard en début de soirée. On lui délègue un agent pour faire un constat. Robert lui raconte comment, 1 heure plus tôt, alors qu'il se trouvait dans l'avenue des Saules, un coupé rouge l'a heurté avec son pare-choc, puis a filé sans s'arrêter. 1 heure plus tard, un sergent téléphone pour lui dire que le numéro minéralogique qu'il a communiqué est celui d'une Ford noire et non d'un coupé rouge. « Ah bon? Vous êtes sûr ?» demande Robert d'un air faussement étonné. « Ah oui, monsieur !» répond le sergent. « Peut pas y avoir d'erreur. Le numéro a été enregistré tout récemment. Cette voiture était auparavant immatriculée dans l'Ohio. » Ainsi, le meurtrier vient de s'installer récemment en ville. Mais comment connaître son nom? Il faut insister. « J'étais tellement sûr du numéro !» dit encore Robert.
Je me suis peut-être trompé sur la couleur. »« Non, non !» réplique le sergent. « J'ai vu la voiture en question et j'ai parlé au propriétaire. Lui et sa femme étaient au cinéma à l'heure où vous avez été heurté. D'ailleurs, la carrosserie de la voiture ne porte aucune trace. » Robert exhale un long soupir. « Ah, ben si vous le dites, sergent, je suis bien obligé de vous croire. Peut-être quand même que si je pouvais moi-même jeter un petit coup d'œil à cette voiture... » « Le couple habite dans le Chambers Road, à l'autre bout de la ville, » répond le sergent d'un ton peu amer. À l'évidence, il ne tient pas à conduire Robert là-bas. Robert pense un instant lui demander l'adresse exacte, mais il n'ose s'aventurer plus loin. « Après tout, peut-être que j'ai mal lu le numéro ?» déclare-t-il finalement. « Oui, oui, » dit le sergent, « ça arrive souvent. »« Et puis, il faisait nuit. »« Appelez donc votre assurance, mon vieux, et laissez-les se débrouiller. C'est le mieux que vous puissiez faire. »« Merci du conseil, sergent. C'est très certainement ce que je vais faire. » Robert sourit en raccrochant. Son cœur bat très vite. Il cherche Chambers Road sur un plan des rues et s'aperçoit que l'endroit n'est formé que de 6 pâtés de maisons. C'est une des banlieues chics où les loyers sont hors de prix. Il sort sa voiture du garage et démarre à toute vitesse. En quelques minutes, il est à pied d'œuvre. Devant chaque immeuble de Chambers Road est aménagé un espace bétonné qui sert de parking aux résidents. Robert remonte lentement l'avenue, mais la voiture noire du meurtrier n'est visible nulle part. Amèrement désappointé, mais non découragé, il rentre chez lui. Il a plus de chance le lendemain puisqu'il repère aussitôt l'auto garée devant un immeuble d'angle. Il est toujours assis dans sa voiture en train de se demander ce qu'il va faire quand il voit l'assassin sortir de l'immeuble. Il reconnaît aussitôt la chevelure grisonnante et distinguée, le visage bronzé aux yeux perçants. À côté de l'homme marche une femme qui porte des chaussures à talons très hauts. Le meurtrier lui ouvre galamment la porte, puis, après avoir contourné la voiture, va s'asseoir à la place du conducteur. Il fait ensuite reculer la voiture dans la rue. Dès que la Ford noire a disparu, Robert quitte la sienne et traverse la rue en direction de l'immeuble. Robert semble avoir l'intention d'aborder l'inconnu. Mais comment va-t-il s'y prendre? Vous le saurez dans quelques instants. Petit caissier de banque, passionné d'ornithologie, Robert a fait une étrange découverte au cours d'une promenade dans Memorial Park. Il a vu un inconnu étrangler une jeune femme blonde et l'enterrer dans les bois. Il a pu relever le numéro de la plaque minéralogique de l'assassin, mais alors qu'il pensait au départ raconter ce qu'il avait vu à la police, il décide brusquement de n'en rien faire. Ayant réussi à se procurer l'adresse de l'inconnu, il s'apprête à présent à l'aborder. À l'évidence, Robert a une idée derrière la tête. Notre ornithologue distingué est en train d'examiner les noms sur les boîtes à lettres quand la porte de l'étage au-dessus de lui s'ouvre. Une femme âgée à la chevelure teinte en roux se penche par-dessus la rampe pour le regarder. « Est-ce que je peux vous être utile ?» demande-t-elle. Pris de panique, Robert choisit au hasard un nom sur une boîte. « Je cherche Monsieur Denton. Je pense que c'est un de mes anciens camarades d'école. » « Monsieur Denton travaille à cette heure-ci, mais je suis la gardienne de l'immeuble. Est-ce que je peux vous aider? » Robert, après une hésitation, répond « Le Denton que je cherche mesure environ 1,80 m et il a le teint très sombre et les cheveux grisonnants. » La femme paraît perplexe, puis son regard s'éclaire et elle dit « Ah, vous voulez parler de Monsieur Emmerich? Lui et sa femme viennent d'emménager voici 2 jours. Ils viennent de l'Ohio. »
Ah ben, c'est bien ça, oui, Emmerich. Je voulais dire Emmerich. Mais vous avez dit Denton, réplique la dame. Robert reste muet, tandis qu'elle le dévisage. Il finit par répéter « Oui, non, je voulais dire Emmerich. »« Eh ben, pourquoi ne pas monter lui parler ?» demande-t-elle en pressant sur le bouton de sonnette marqué « Emmerich ». « Ben oui, pourquoi pas ?» répond Robert avec d'autant plus d'entrain qu'il sait que le couple est sorti. Après avoir franchi les marches qui les séparent, il appuie à son tour sur la sonnette. Sans résultat, bien entendu. Haussant les épaules, il sourit. Les soupçons de la femme ont à l'évidence disparu. « Quand il rentrera, ne lui dites pas que je suis venu, madame. Je veux lui faire une surprise. » Sur ces bonnes paroles, Robert rentre une nouvelle fois chez lui où il se jette sur l'annuaire qu'il feuillette fiévreusement. Naturellement, les Emmerich n'y figurent pas encore. Ils viennent juste d'emménager. Robert appelle aussitôt les renseignements, mais l'opératrice lui répond aimablement qu'elle ne peut lui communiquer le numéro de téléphone de M. Emmerich. Il est sur la liste rouge. Robert raccroche violemment en pestant contre le sort. Comment va-t-il s'y prendre pour contacter Emmerich à présent? Voyons, il doit bien y avoir un moyen. Le soir même, il monte le guet dans sa voiture garée non loin de l'immeuble. Il a d'abord imaginé qu'il pourrait sonner à la porte d'entrée. Il y a une chance sur deux pour que ce soit Emmerich lui-même qui vienne lui ouvrir, mais une sur deux également que ce soit sa femme. Sa démarche, dans ce cas, non seulement n'aura aucun résultat, mais risque surtout d'être quelque peu embarrassante. Soudain, il se redresse. Voici le couple qui sort. Madame Emmerich est très élégamment vêtue, perchée sur de fins talons encore plus hauts que ceux qu'elle portait hier. Son mari semble encore plus mince dans son costume sombre. Robert les regarde monter en voiture, Emmerich toujours galant avec sa femme. Quand il démarre aussi et les suit fou d'excitation. Emmerich se dirige vers le centre-ville et finit par se garer devant le théâtre municipal. Robert se range à son tour et fait la queue au guichet, comme eux, pour avoir un billet. Il réussit même à se faire placer juste derrière eux. Dès lors, il ne les quitte plus des yeux. Le spectacle commence dans un flot de musique. Assis dans l'obscurité de la salle, Robert n'y prête guère attention. Il a l'esprit trop occupé à reconstituer l'enchaînement d'événements qui a pu conduire Emmerich à devenir un meurtrier. Son histoire est probablement des plus banales. Une jeune et jolie maîtresse connue lors d'un voyage d'affaires, le désir de possession de la fille, sa jalousie et finalement sa menace de tout dire à la femme d'Emmerich. Pour un peu, Robert se sentirait jaloux d'Emmerich. Enfin, jusqu'à un certain point seulement. Le fameux spectacle est une idiotie sans queue ni tête où un homme et une femme échangent de brutales remarques dans un langage vraiment ignoble. Heureusement, à l'entracte, Emmerich se lève enfin et se dirige par le bas-côté vers le couloir. Robert compte jusqu'à 10 et, après avoir essuyé ses mains moites sur son pantalon, lui emboîte le pas. Quand il arrive dans le couloir, Emmerich, seul, fume une cigarette appuyée contre la balustrade, le regard dans le vague. Robert, le cœur battant, s'approche de lui d'un air faussement paisible. « Sauf erreur, je ne pense pas vous avoir revu depuis Memorial Park, » dit-il d'un ton doucereux, phrase qu'il a maintes et maintes fois répétée dans sa tête. « Memorial Park ?» répond Emmerich sans paraître autrement surpris. Robert est un peu démonté devant tant de présence d'esprit. « Oh ben, vous savez bien, » réplique-t-il d'un ton presque suppliant, « le jour où vous étiez avec la dame blonde. » La dame blonde ?
Emmerich feint de ne pas comprendre, mais il y a de l'électricité dans sa voix, et son teint a pâli. « Oui, la dame blonde », répète Robert. « Je ne pense pas que vous souhaitiez que votre femme soit mise au courant, hein, monsieur ?» La cigarette d'Emmerich tombe sur le tapis du couloir, et il se met à trembler si fort qu'il doit s'appuyer une seconde sur la balustrade. Robert en profite pour pousser son avantage. « Même quand on croit qu'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un pour voir. » Emmerich se reprend admirablement. Il écrase du talon sa cigarette et en allume une autre. « Combien ?» demande-t-il en regardant Robert par-dessus la flamme de son briquet. Robert rougit et se maudit intérieurement. Dire qu'il a dressé si soigneusement son plan sans envisager une seconde la somme à demander. « 5 000 $, dit-il finalement. Emmerich reste totalement impassible. Une telle somme ne signifie donc rien pour lui? « Quand et où ?» demande-t-il simplement. Samedi après-midi, à 13h, sur le parking du restaurant Kittel, sur la route 21. Et puis, disons plutôt 10 000 $. Cette fois, la bouche d'Emmerich s'ouvre toute grande, mais il ne proteste pas. Sa grimace se mue en un large sourire. Robert se retourne. Madame Emmerich s'avance vers eux, une expression de curiosité amicale sur son visage. « Chérie !» dit bravement Emmerich comme s'il voulait les présenter, mais Robert a déjà tourné les talons et file vers la sortie. Le samedi suivant, le restaurant Kittel est fort animé. C'est précisément pour cette raison que Robert l'a choisi comme lieu de rendez-vous. Le pied posé sur le pare-choc de sa voiture, observé par des dizaines de pères d'yeux, il se sent en sécurité, seulement inquiet de savoir si Emmerich viendra. Mais ce dernier arrive bientôt dans sa grosse voiture noire. Il se gare et sort en tenant à la main une grande serviette de cuir. Puis, ayant repéré Robert, lui fait signe de la main de venir le rejoindre. Se sachant en vue des clients du restaurant, Robert n'hésite qu'une seconde. « Vous avez l'argent ?» demande-t-il à Emmerich lorsqu'il arrive près de lui. « Non », répond Emmerich d'une voix douce. « J'ai 2 choses dans cette serviette, mais aucune des 2 n'est de l'argent. »« Je comprends pas », répond Robert, qui voit Emmerich glisser la main dans la serviette. À l'intérieur, il y a un petit coussin. Et derrière le petit coussin, un revolver braqué sur vous. Maintenant, mon cher ami, montez dans la voiture. « Vous n'oseriez pas devant tous ces gens ?» proteste Robert sur le point de s'évanouir. « Oh, mais si, mon petit monsieur. »« Mais si !» répond Emmerich. Le coussin atténuera la détonation. Personne ne l'entendra avec le bruit qu'il y a à l'intérieur. Je vous ramasserai quand vous serez tombé et les gens penseront que vous avez eu un malaise, si on nous remarque. Robert a 2 solutions. Soit s'enfuir en espérant qu'Emmerich n'osera pas tirer, soit monter en voiture et tenter sa chance. Optant pour la seconde solution, l'autre étant trop risquée, il ouvre la portière de la voiture et découvre Madame Emmerich installée au volant. Le cœur battant à tout rompre, il monte malgré tout, suivi par Emmerich qui lui enfonce à présent son revolver dans les côtes. « À Memorial Park, chérie, » dit Emmerich. Robert, effrayé, désarçonné, a un peu la nausée. « Non mais je comprends pas !» bégait-il tandis que la grosse voiture sort de l'autoroute. « La dame blonde, la dame dans les bois. »
Emmerich rit longuement de bon cœur, enfonçant encore plus rudement le canon de son revolver dans les côtes de Robert, tandis que les lèvres de la conductrice se retroussent en un vilain sourire. « Je sais bien que vous m'avez vu tuer une femme, » dit alors Emmerich. « Seulement, ça n'était pas une femme, mais ma femme. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.